Et la coriandre, c'est pas bon. Salut Max, Bonjour à toi. bienvenue dans Des litres de bière. Bah merci. Je te laisse te présenter en quelques mots. Alors moi je m'appelle Max, je suis avant tout un passionné de plein de trucs différents dans la vie. Je fais de l'airsoft, de la reconstitution, du wargaming, du jeu de rôle, beaucoup de choses dans ce genre-là. Et touche à tout, enfin t'as beaucoup de choses, beaucoup complètement. de passion. Énormément. Et du coup il y a peu de temps je viens de lancer ma chaîne YouTube, donc Les Univers de Max ou LUM. Donc déjà pour commencer, je te propose de boire un doux breuvage. Carrément, avec plaisir. Jeune engagé, est-ce que je dois encore te parler de la brasserie de la Débauche? T'as oublié de prendre des notes? Alors prends ton flingue et tiens-toi prêt. La Débauche ouvre ses portes en 2013 à Angoulême. Ils ont une sacrée tripotée de binous à leur actif. Un seul mot d'ordre chez eux, la créativité. Noir, acide, houblonné, pastry, tout passe sous leur rafale d'idées farfelues. Ils se démarquent aussi sur le travail visuel de leurs étiquettes et n'hésitent pas à collaborer avec des artistes de différents milieux, tatouage, peinture ou collage numérique. Si tu passes par chez eux, il y a même une taproom pour déguster au beau milieu de leur brewhouse de 50 hectolitres, soldats. Maintenant parlons de l'une de leurs masterpieces. Avec la Morena, ça rigole pas, la barre haute, soldat. Si tu survis à mon instruction en goûtant cette potion, tu deviendras une arme, tu deviendras un prêtre de la mort implorant la guerre. C'est un Russian Imperial Stout, c'est la darkness as fuck dans ton godet. Elle est brassée avec, oui, accroche-toi, de la pâte d'amande et des cerises amarena, puis vieillie en fût pendant 4 mois et le tout sur un lit de framboise. C'est une succession d'assauts comme des balles sifflant près de ton oreille dans des tranchées. Ça goûte bien le fruit rouge, soldat, mais c'est très subtil. On retrouve aussi le côté liquoreux de la bière vieillie en fût, des notes de chocolat noir assez typiques d'un stout, et en fin de bouche, il y a la rondeur agréable de la pâte d'amande. C'est gourmand. On passe un moment très sympa avec cette bière noire. Mais attention, elle tabasse à 14 degrés. Alors soldat, laisse aller ta curiosité, ça vaut le coup de se débaucher. Et rince ton verre, t'as réussi, tu peux mourir dignement. Repos. Déjà au nez, qu'est-ce que tu... Alors, j'aime beaucoup les bières brunes comme ça. Un fort, une forte odeur. Je suis pas du tout calé sur tout ce qui est vocabulaire, etc. J'ai la chance de connaître 2-3 personnes qui m'ont un peu initié, dont toi. On se lance. Ouais. À la tienne. J'aime beaucoup en bouche. Ouais. Je trouve qu'on sent particulièrement bien la cerise amarena dont tu parlais. C'est une odeur c'est un goût que j'aime énormément. Et le petit lit de framboise fait ressortir un petit côté C'est vineux, super sympa. Puis la petite rondeur pâte d'amande qui apporte la petite gourmandise. C'est sucré, c'est marrant. C'est marrant d'avoir une bière brune comme ça avec des notes qui sont très sucrées. C'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué. Voilà, exactement. Et quand on boit de la bière brune, on s'attend toujours à manger cette espèce de truc vraiment, cette bonne pâte quoi, comme si c'était de la nourriture. Là, on est vraiment sur un dessert comme tu disais. C'est quelque chose de très délicat, assez boisé aussi. Il y a le bois qui ressort aussi. Du coup, après avoir bu ce doux breuvage, entrons dans le vif du sujet. Allez-y. Donc parlons déjà de ta chaîne YouTube. Alors ma chaîne YouTube, c'est le reflet de ce que je suis, ce que je disais en début de vidéo. C'est une chaîne de passionnés, donc le but c'est de constituer une espèce de petite communauté de personnes qui viennent partager leur passion avec moi, pour que j'en parle, de manière à ce que je puisse en faire une vidéo, que je m'intéresse à quelque chose soit que je connais déjà, ou soit que je ne connais pas et que je viens de découvrir, et auquel cas justement va pouvoir le présenter dans sa globalité. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont sujets à devenir des passions, et ça serait dommage de ne pas les présenter, puisque qui sait, on peut trouver tout dans la nature, on peut trouver des choses qui sont complètement à notre goût. On peut se découvrir des fois. Exactement. Et le fait de parler de mes passions avec les gens, de temps en temps, il y a des personnes qui découvrent justement que ils s'attendaient pas, par exemple, pour la reconstitution. Pas forcément à ça, c'est exactement ça. Et du coup, ils se retrouvent à découvrir quelque chose de nouveau et à venir me dire mais c'est trop cool que tu m'en aies parlé, parce que jamais je me serais douté que ça puisse exister en fait.
Donc voilà, c'est essentiellement c'est ça le concept. Le concept derrière la chaîne. Donc j'espère vraiment pouvoir réussir à créer cette petite communauté autour qui soit vraiment basée sur l'échange d'informations et le plaisir de découvrir de nouvelles choses puisque c'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Un soir, à la fin d'une reconstitution, on fait une grosse soirée où bien sûr, quand médiéval oblige, on se bourre salement la gueule. Et au bout de 2-3 heures, moi je m'étais battu dans la journée. Donc avant de partir me bourrer la gueule, ma chemise en lin était complètement détrempée. Et je m'étais dit, le meilleur moyen, c'est de la mettre sur un piquet à côté du feu. Ouais. Sauf que 2-3 heures plus tard, quand je suis revenu, je vois le feu qui avait bien pris. Et la chemise avec. Et la chemise était tombée dedans en fait, le piquet était tombé dans le feu. Et le problème c'est que les morceaux de chemise enflammés étaient en train de s'envoler et tombaient sur les tentes. Oh la vache. Et ça a failli déclencher un incendie. T'as failli nous faire une Perceval dans Kaamelott quoi. Un petit peu ouais. Ça fait longtemps que t'es passionné de reconstitution La reconstitution, alors j'en parle dans ma vidéo, en fait j'ai découvert ça très jeune parce que mes parents m'ont emmené à Provins, et à Provins j'ai été mis en contact avec ces troupes de reconstitution. Quand t'es gamin, t'as du mal à comprendre que c'est de la reconstitution, t'as l'impression que c'est des gens qui viennent de cette époque-là, quoi. Et genre des gens du Moyen-Âge qui sont venus en 1995 et qui viennent, voilà. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment redécouvert ce milieu-là à la fac, quand j'étais en fac d'histoire à Troyes. J'ai été mis en contact avec une personne qui m'a permis justement de découvrir le milieu de la reconstitution, qui m'a fait rentrer dans le côté très sérieux de la reconstitution. Après, bon, nos chemins se sont séparés, je suis parti sur Paris, mais j'ai continué à pratiquer la reconstitution dans mon coin. Ça a duré un peu moins d'une dizaine d'années, et depuis quelques années, j'ai rejoint une compagnie qui s'appelle les Lions de Montfort. Ouais. Donc, c'est une compagnie qui reconstitue l'ost du Cal breton vers 1472. Ce qui m'a plu, c'est qu'ils sont très sérieux. C'est vraiment une compagnie de reconstitution et pas d'évocation médiévale. Ouais. Donc il y a vraiment une mentalité une démarche de recherche en fait. Comme tu dis, il y a vraiment un vrai contexte derrière quelque chose de très carré. C'est pas juste faire un petit camp. Non, vraiment. Chaque personnage qu'on fait, c'est vraiment assez poussé. Et c'est ça vraiment que je recherchais, cette espèce de feeling en fait, de vraiment vivre comme à l'époque. Et le meilleur moment de la vie quand tu fais de la reconstitution, c'est quand t'es dans ta tente le soir et que tu te couches sur ta paillasse et que t'as ta petite lanterne qui brûle et que tu la laisses allumer pendant toute la nuit pendant que tu dors. Ça, c'est génial. Il y a cette espèce de truc cette espèce de sensation que t'es en train de toucher quelque chose qui a existé à une époque et qui a disparu, et c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Ça doit être très chouette. J'avais vu via d'autres vidéos YouTube des fois, il y a des gens qui font des camps vikings aussi comme ça, qui font des petits... ils ont carrément des micro-villages. C'est le principe, ouais. Vraiment. Je sais plus où est-ce que c'était basé, j'avais vu ça sur... c'était Mamie Twink ou un truc comme ça. Alors si je me trompe pas, il y en a un dans l'est de la France, en Alsace, un village viking pour le coup. Oui, c'était peut-être celui-là du coup. C'est possible, viking et franc de cette époque-là. Et après, je sais qu'au Danemark, par exemple, il y a un village du 15e siècle qui a été reconstitué. La compagnie de Saint-Georges, qui est une très grosse compagnie de reconstitution 15e, il va régulièrement et ils animent vraiment le village, quoi. Le village, il devient vivant comme si tu rentrais au 15e siècle. Ouais. Surtout la compagnie de Saint-Georges, c'est tous des spécialistes, donc tu te pointes et t'as des cordonniers qui travaillent des chaussures comme à l'époque. Oui, ils ont vraiment les petits corps de métier. Ils ont des corps de métier. Les gens qui rentrent dans cette compagnie, c'est vraiment des professionnels, limite. C'est des experts dans une matière en particulier, dans un sujet en particulier, et quand tu rentres là-dedans, c'est un voyage dans le temps, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est ouf, c'est un truc dont on rêve tous quand on est gamin, c'est cette espèce de mentalité de pouvoir retourner dans le passé et de toucher. C'est ça qui fait plaisir. C'est l'histoire qu'on a perdue. Mais tellement. Tu te souviens de la murder party qu'on a faite justement de Volangir, du coup il y a cette espèce de moment avec Louis, donc, qui était justement les opposants politiques autour de la table des négociations. Il y a ce truc dont tout le monde parle à chaque fois, on s'est tellement pris le bec et c'était tellement réaliste. Oui, qu'il y en a qui ont peur que vous pensez que vous étiez en train de vous engueuler. Et ça, je l'ai appris seulement après coup, quoi. C'est des gens qui sont venus me parler sur Discord en disant oh, vous étiez vraiment engueulé salement avec... Mais c'était vrai C'était du rôle. Et du coup, à côté de ça, il y a aussi l'airsoft. Ouais. Que tu aimes beaucoup, enfin c'est une passion. Grande passion, c'est même mon métier aujourd'hui. Oui, c'est ton métier. Depuis même plusieurs années. Je fais partie de ces rares personnes privilégiées qui peuvent dire je travaille dans ma passion. Mais ouais, grande passion. Airsofter depuis avant l'âge légal. J'ai découvert ça vraiment quand j'étais un jeune adolescent. Ouais.
Mais ouais, j'ai toujours été passionné, ça peut faire bizarre comme ça, par les armes à feu, même si je suis absolument pacifiste et j'aime pas du tout la guerre ou quoi que ce soit. C'est un truc qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours passionné. Et l'airsoft, c'est un peu cette espèce de... C'est un nouvel art martial, on pourrait dire, presque. J'ai eu cette discussion avec des gens le jour sur Facebook, justement. C'est un nouvel art martial dans le sens où tu travailles à la fois ton corps, mais il faut aussi travailler ton esprit. Et il y a toute cette espèce de côté aussi. Tu peux faire tellement de trucs à côté. Tu peux faire de la simulation militaire, du milsim. Tu peux faire du jeu de rôle, on en parlait tout à l'heure. On a eu une petite discussion sur Stalker. Vraiment se mettre dans pas mal de... Complètement. Tu peux faire du GN avec des répliques d'airsoft en fait. La réplique ne devient plus qu'un accessoire au service du jeu plutôt que d'être l'accessoire principal. Je veux dire, une partie d'airsoft classique, t'es obligé de la faire avec une réplique. Quand tu fais du GN soft, donc du GN et de l'airsoft, ta réplique elle est sur le côté et quand tu croises un groupe, t'es là, on va discuter avec eux. Par contre, je le sens pas. Et du coup, t'es là, tu fais ok, j'ai 10 balles dans ma réplique, enfin 10 billes dans ma réplique, qu'est-ce que je fais? Là, ça va partir en couille. Et du coup, t'as cette espèce de côté qui est très fun dans l'airsoft. C'est vraiment c'est du jeu pour les grands. Si tu joues aux cow-boys ou aux indiens, il y a de la stratégie. Tu peux vraiment la faire sur des grandes échelles. Il y a des OP d'airsoft qui durent pendant 4 jours, 5 jours. Ah oui, ça peut durer longtemps. Ça peut durer vraiment longtemps, ouais. Avec, il y avait Berget au début où j'ai commencé. Maintenant, il y a une grosse partie en République tchèque qui réunit entre 1200 et 1400 participants par an, avec des véhicules, avec de l'artillerie. Ah oui, ils ont vraiment fait les choses en grand. Complètement. Et t'as vraiment cette espèce de simulation militaire. Parce que je connais que de loin. Et... On a souvent cette image des airsofters qui font des petites parties dominicales entre eux, genre 10-15 personnes avec le petit barbecue le midi, essentiellement des cadras ou des quinquagénaires qui sont là à se griller la saucisse entre eux, tu vois. Genre, vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis très attaché à cette mentalité parce que c'est vraiment le côté un peu tranquille, décontracté et compagnie. Mais plus tu avances dans l'airsoft et plus tu as envie, surtout quand tu es jeune je pense, de découvrir des trucs nouveaux et de voir un peu tout ce qui est possible de faire en fait en airsoft. Il est possible de faire beaucoup de choses et ça peut prendre la proportion de gros événements comme ça, comme celui de Border War donc en République tchèque, avec plusieurs centaines, voire plus d'un millier de participants. Et après, tu peux avoir également les petites parties vraiment GN Soft, où là, c'est réservé à une cinquantaine, soixantaine de passionnés, vraiment, de personnes qui sont concernées, intéressées par le même univers. Et auquel cas, là, ça devient vraiment... c'est cette espèce de petit côté... c'est plus poussé que la dominicale qu'on a l'habitude de faire, puisque tu dois apprendre un rôle et compagnie, et pour le coup c'est une vision complètement différente de l'airsoft, complètement différente de la manière de percevoir ta réplique en fait. Et ça c'est vraiment cool, de pouvoir voir toutes ces possibilités, c'est vraiment ça doit être génial. Très sympa, ça doit être très sympa. Faut que tu viennes. Bah ouais, mais grave, mais j'aimerais bien découvrir en plus, carrément. Ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais tester, il y a plein de trucs comme ça qu'on veut tester. Mais on le fait jamais, puis là, comme on disait, Covid temps, c'est ça. Compliqué pour faire pas mal de choses. Donc on espère que ça va se débloquer, puis avec plaisir, franchement, ce serait très plaisant d'avoir une initiation. Et super. Pour tirer pour de faux sur des gens. C'est ça, voilà. Et ça permet, il y a un côté cathartique un peu, tu vois. C'est ça, voilà. Ça allait, je sens mon quotidien, je vais buter des gens virtuellement. Autre anecdote qui est vachement moins fun, mais qui est un de ces espèces de moments un peu waouh que t'as quand tu fais de l'airsoft. C'était une OP sur la guerre d'Indochine, l'OP Léa. Ça se passe en 1947, donc j'étais en para français. D'accord. Il y a un moment où on arrive à bloquer les joueurs du Viet Minh dans leur base et ils avaient plus rien à perdre. Et là d'un seul coup on voit les drapeaux rouges se lever, les mecs mettre des baïonnettes au bout de leurs fusils et nous charger au son en criant Long Sang Ho Chi Minh avec les baïonnettes. On était en mode Braveheart. Mais tellement, Braveheart communiste vietnamien quoi. Et moi j'étais derrière le mitrailleur. Ça doit être fou. C'était ouf, j'étais derrière un mitrailleur et il me disait passe-moi les munitions. Et on est en train d'essayer de tirer. On s'est fait massacrer à la baïonnette. C'était le meilleur moment d'airsoft de ma vie.
coup, une autre de tes passions, c'est aussi le wargaming. C'est ça. Alors ça, je connais vraiment de très loin. Alors si tu peux en plus me présenter un peu la chose... Tout le monde a un pote qui a joué à Warhammer un jour dans sa Ouais, vie. c'est ça. C'est des potes de loin et du coup, voilà. Je sais qu'il y a des figurines. Ouais, c'est ça. C'est proche du jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Mais après, j'en sais pas plus. C'est du jeu de figurines sur plateau. Ça consiste à faire affronter bien souvent deux armées. Tu peux avoir des objectifs tout simples, genre soit t'affrontes, tu détruis l'armée adverse. Donc t'as tout un panel de règles, hein, ça se fait pas comme ça. C'est vraiment la continuité de quand tu jouais avec des petites figurines quand t'étais gamin, tu vois. Moi, la représentation que j'en ai, j'espère que c'est pas mal. Je pense à Risk. Un peu vois une version évoluée de Risk avec des règles beaucoup plus. En fait, chaque unité que tu sélectionnes dans ton armée, elle va avoir un coût en points. Donc tu peux te fixer, par exemple, on dit partie à 1500 points, chaque armée a 1500 points à mettre. Tu prends les unités que tu veux dans ton livre d'armée. Donc moi par exemple je joue à Warhammer 40 000, le jeu de Games Workshop, et je joue par exemple les Space Marines ou la garde impériale. Donc je vais prendre le livre d'armée Space Marine, je vais regarder, je vais sélectionner pour 1500 points de figurines, je vais les mettre sur le plateau et mon adversaire aura fait la même avec son armée en fait. D'accord. Et après t'as des objectifs genre capturer tel bâtiment, réussir à escorter un convoi en dehors de la zone de la carte. Tu peux faire pas mal de trucs, c'est plutôt sympa. En plus de ça, t'as des règles qui sont bien souvent assez simples quand même. Au bout de quelques parties, tu peux facilement jouer des petites games assez rapides et sans prise de tête. Et c'est vraiment cool parce que t'as toute cette dimension de jeu, de stratégie, de plaisir de collectionner et aussi d'apprendre à peindre et à convertir des figurines. Oui, ce qu'on peut faire soi-même ces figurines aussi. Du moins chez Games, c'est le principe, les figurines que t'achètes chez eux, elles sont pas peintes, elles sont pas montées, donc tu peux les convertir. C'est toi qui les fais comme tu veux. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu peux t'amuser à changer leurs couleurs par rapport aux couleurs qui sont standards. Tu peux t'amuser à leur rajouter des pièces que t'as acheté d'autres boîtes. Tu peux convertir, donc leur rajouter des sauts, leur rajouter des crânes, des ossements, des machins comme ça. Et t'as toute cette dimension de ce qu'on appelle le hobby en fait. C'est la collection et la peinture et la modification de figurines qu'on appelle la conversion. Et tout cet aspect-là est vraiment très cool parce que ça te permet de personnaliser tes figurines. C'est sympa, c'est génial. Il y a des mecs qui convertissent complètement leurs armées, ils te sortent une armée complètement convertie. Il y a des fois t'es là à te dire j'ai presque envie de perdre face à lui parce que c'est dégueulasse. Moi j'ai 3 vieilles figurines peintes vraiment basiquement, lui il me sort un truc complètement... Un truc de fou. Ah ouais, il y a des mecs qui touchent vraiment. T'as des concours de peinture de figurines qui s'appellent les Golden Demon. T'as des gars qui te font des figurines, c'est limite du photoréalisme quoi. Sans utiliser de... Et ça doit peinture être ultra métallisée. minutieux parce qu'elles sont petites les figurines. Tu peins à la loupe, c'est du 28 mm. Enfin, pour les figurines Games, c'est du 28 mm, tu peins à la loupe. Il y a des fois, tu es là à te faire du détail avec des micro-pinceaux, avec une pointe de peinture pour faire le petit reflet dans le coin de la lentille en fait. Et ça, c'est là, quand tu touches là, et tu te rates. Et là, tu pètes un câble. Ça arrive tout le temps. Est-ce qu'il y a des gros rassemblements aussi pour le wargaming à l'échelle de l'airsoft ou ce genre de choses? Alors effectivement, il y a des gros concours, alors ça s'appelle les ETC je crois, où là pour le coup c'est quasiment des championnats du monde. Il y a des équipes de France, d'Allemagne, d'Angleterre qui viennent s'affronter. Là vraiment, tu vas pas... c'est un autre plaisir de jeu, dans le sens où nous quand tu joues avec ton pote, t'as tes unités, tu sais toujours face à quoi tu vas te retrouver parce que tu joues entre potes. À la limite, de temps en temps, t'achètes une nouvelle boîte et puis bon, tu la présentes. Il n'y a pas trop de surprises. Les ETC, c'est vraiment de la compète pure et dure. Les mecs, ils font en sorte d'avoir les listes d'armées qui sont réglées au poil de cul, mais c'est de l'optimisation de ouf. Et bien souvent, les listes ETC, donc c'est les listes qu'ont utilisé les joueurs pour participer à ces championnats, elles vont énormément influencer les autres joueurs qui les lisent et qui participent pas pour constituer leur armée. J'ai énormément appris en regardant les listes d'armées des ETC, parce que comme ça, t'apprends à construire une armée qui est très efficace avec des unités auxquelles t'aurais peut-être pas forcément pensé, mais qui fonctionnent en synergie avec d'autres unités. Là, pour le coup, tu rentres dans un truc de stratégie et d'optimisation qui est très poussé. C'est de l'autisme limite, vraiment. Il y a des mecs. La goutte de sueur. Ah, mais quand ils constituent les listes d'armées, je sais pas comment ils font, mais ouais, il y a cette espèce de côté vraiment très compétitif et très intelligent. Il y a vraiment beaucoup d'intelligence dans la constitution des armées. On sort un petit peu du cadre du
presque du jeu de rôle, parce que bon, t'as quand même une dimension un peu jeu de rôle quand tu joues avec des potes et quand t'essayes de faire des petits scénars un peu sympas. Là, on est vraiment juste sur de l'affrontement avec des objectifs et les mecs ils sont carrés quoi. C'est impressionnant à voir. Ça. Est-ce qu'il y a aussi donc des youtubeurs ou des streamers sur Twitch qui font aussi des événements en ligne ou... Alors, il y a effectivement des youtubeurs qui vont présenter des parties. T'as French Wargame Studio, c'est le plus gros youtubeur français qui fait des parties. Vraiment, lui, il est... T'as à la fois de très belles armées dans ses vidéos, c'est vraiment super beau parce qu'il appelle énormément d'intervenants, des personnes qui sont importantes dans le milieu du wargame français, enfin notamment du... Là je parle du wargame de chez Games Workshop, donc très centré au Warhammer 40 000, Warhammer. Il va faire appel à des intervenants qui vont venir présenter leur armée, bien souvent très belle, très bien convertie, et ils vont faire des parties, donc de manière à apprendre aux gens les nouvelles règles, c'est souvent très pratique. Ouais, parce que bien souvent, quand tu découvres, t'as des nouvelles éditions de règles qui sortent tous les 3-4 ans à peu près, et quand tu te rends compte des changements qui peuvent avoir lieu d'une édition à une autre, de pouvoir voir comment ça se met en place sur une partie, c'est super aussi, important. Ouais, ça te permet vraiment, toi, comme ça. de plus trop savoir à quoi ton unité là de Space Marine d'assaut, comment elle va se comporter dans la nouvelle édition, quelles sont les nouvelles règles, de pas trop savoir, tu vois les différences, et là de dire ok, comment ça se concrétise en partie quoi. Et de voir le mec de French Wargame Studio jouer ce type d'unité, ou alors décortiquer complètement les livres de règles et les livres d'armée, ça te permet toi de te projeter mieux et de pouvoir te préparer à la nouvelle édition. C'est assez important quand tu joues régulièrement. C'est très très bien, franchement, très bon contenu. French Wargame Studio, moi j'aime beaucoup. Ok, bah je note, puis du coup j'irai voir pour découvrir, parce que franchement c'est... Je connaissais pas. Déjà le jeu de rôle ça fait peu de temps, je connaissais mais ça fait peu de temps que je baigne dedans parce que voilà, il y a beaucoup de monde autour de moi qui joue. Et du coup c'est bien de découvrir ça aussi, parce que je savais pas trop, dans ma tête je savais pas si c'était un jeu de plateau, si c'était un peu confus en fait. J'imagine. Quand tu fais pas partie de ce milieu, tu te demandes pourquoi il y a des adultes de 30 ou 40 ans qui sont en train de jouer avec des petites figurines. Ça peut paraître un peu bizarre. Bah écoute Max, merci d'être venu. Merci à toi. Ça me fait bien plaisir, ça fait longtemps que je t'avais pas vu en plus. C'est vrai. Et du coup je te laisse le petit plaisir de la phrase de conclusion de l'émission. Bah merci beaucoup. Eh bien, pensez plus loin, soyez curieux.